Ce soir, nous recevons François Mwamba, qui est le numéro 2 du MLC. Bonsoir, bonsoir Monsieur Mwamba. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement à Bruxelles concernant justement le patron du MLC, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba? Comment s'est passée son arrestation et qu'en est-il aujourd'hui? Oui, il y a un mandat effectivement émanant du procureur près la Cour internationale de justice de La Haye. Les faits qui sont visés dans ce mandat sont des faits qui se sont déroulés en République centrafricaine dans les années 2002-2003. À cette époque-là, le président Patassé, président élu, devait faire face à une rébellion conduite par l'actuel président de la République centrafricaine, M. Bozizé, avec le soutien des troupes tchadiennes. Le président Patassé a fait appel aux troupes du MLC, ALC, donc l'Armée de libération du Congo, et effectivement, Jean-Pierre Bemba, qui était le patron de cette armée, a accepté donc d'apporter un soutien militaire au président Patassé. Je répète, un président élu qui fait face à une rébellion et qui fait appel donc à des troupes amies. Il s'avère qu'il y a eu des dérapages sur terrain en termes de viol, en termes de pillage et autres exactions qu'on qualifie généralement d'atteinte grave aux droits de l'homme. Il n'y a pas de contestation sur les faits. Pourquoi? Parce que, à cette époque, lorsque le président Bemba a été informé de ces dérapages, et dans la mesure où on disait que des éléments de l'ALC, qui n'étaient pas seuls sur terrain, puisqu'il y avait la rébellion de Bozizé, il y avait l'armée centrafricaine elle-même, et tout ça, etc. Mais on a dit qu'il y avait des éléments de l'ALC qui étaient concernés. Dès qu'il a su, puisque ce n'est pas lui qui a donné les ordres, puisque ce n'était pas lui qui était en République centrafricaine pour poser lui-même ces actes-là, dès qu'il a su, il a mis en place une commission d'enquête qui a confirmé les faits. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de contestation sur les faits. Et cette commission d'enquête a également identifié quelques éléments isolés de l'ALC qui s'étaient effectivement portés coupables donc, de ces faits-là. Ces gens-là ont été, en ce moment-là, c'est-à-dire en 2003, une fois identifiés, ils ont été mis aux arrêts, déférés devant les juges et condamnés. Aujourd'hui, il semblerait que, après une plainte déposée par un collectif des victimes centrafricains auprès de la Cour pénale de justice à La Haye, et tout ça, etc. Toute chose d'ailleurs, il faut le dire d'emblée, qui a été encouragée par les autorités politiques de Kinshasa. C'est eux qui étaient derrière donc, pour pousser ces collectifs et les autorités centrafricaines à déposer cette plainte contre notre président Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, effectivement, ce que nous disons, c'est que si on doit entendre M. Bemba sur ces faits, qui sont certes avérés, mais qui ont fait l'objet, une fois de plus, d'un jugement, et tout ça, etc. Tout à fait d'accord, mais ce que nous contestons, c'est les conditions, vous l'avez dit, dans lesquelles on a arrêté le président du MLC, pratiquement comme si c'était un bandit des grands chemins en cavale. Jean-Pierre Bemba est un grand chef politique en République démocratique du Congo. La MLC n'est plus un mouvement politico-militaire, mais c'est un parti politique qui est la deuxième force politique en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, en ce qui les concerne, a été ce challenger du président Kabila, y compris au deuxième tour où il a fait 42%. Et il est à l'étranger suite aux événements du 22-23 mars 2007, c'est-à-dire depuis plus d'un an. On sait où se situe sa résidence secondaire à Faro, au Portugal. On sait qu'à l'étranger, sa résidence principale est à Bruxelles, donc à Rothschild-Genèse, où ses enfants résident, vont à l'école, son épouse est là et tout ça, etc. Donc je suis en train de dire, c'est quelqu'un qui n'est pas un inconnu ou quelqu'un qui habite dans des hôtels, pour qu'aujourd'hui on nous explique qu'on a précipité ce mandat le 24 mai dernier parce qu'on avait peur que M. Bemba puisse fuir ou tenter de se soustraire à la justice internationale. Pourquoi aurait-il voulu se soustraire par rapport
à un dossier qu'il a lui-même traité, dont il a tous les éléments pour indiquer que, certes, il y a eu des problèmes, mais que ces problèmes ont fait l'objet d'un jugement et les gens ont été jugés équitablement et punis. Et donc pourquoi fuirait-il? Fuir pour aller où? La seule chose, c'est qu'effectivement, du point de vue national, à Kinshasa, nous nous apprêtions, nous, à concrétiser la désignation du président du MLC, Jean-Pierre Bemba, comme porte-parole de l'opposition. A-t-on voulu, par cet acte, par rapport auquel d'ailleurs les services de renseignement belges semblent être totalement impliqués, a-t-on voulu compliquer la tâche de l'opposition dans sa structuration, parce que désigner un porte-parole, c'est pas simplement par rapport à M. Bemba, c'est aussi un moyen de structuration de cette opposition pour sa visibilité et sa capacité effectivement à pouvoir offrir aux Congolais une véritable alternative. Nous disons que oui, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de machination politicienne et toute chose par rapport à laquelle la population a manifeste, ses avocats continuent à se battre pour que, effectivement, s'il faut l'entendre, qu'on l'entende, mais dans la dignité et qu'il puisse être libéré à ce stade et le moment venu pouvoir se présenter en prévenu libre. Donc voilà un petit peu la totalité de l'affaire à ce stade. À la veille de son arrestation, on disait que Jean-Pierre Bemba est en train de rentrer au Congo et qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour rentrer au Congo. S'il était prêt à rentrer au Congo, c'est que le gouvernement en place, c'est-à-dire Joseph Kabila, lui avait donné les garanties nécessaires de son retour, puisque ça fait pratiquement 1 an qu'il est en dehors du pays. Donc s'il était prêt à rentrer, c'est qu'il a trouvé quand même qu'il y avait les conditions nécessaires de son retour. Donc pourquoi Joseph favoriserait-il le retour de Jean-Pierre Bemba au Congo et en même temps s'allierait entre parenthèses avec la Belgique et d'autres pays pour l'empêcher justement de venir au Congo pour jouir du poste que le MLC pouvait avoir en désignant justement un responsable au niveau de l'opposition. Nous sommes en démarche tous les jours ici pour créer les conditions de son retour. Et tout le monde sait que ce retour n'est possible qu'avec l'accord du président Kabila. Autrement, c'est des nouveaux affrontements qui risquent en ce moment-là d'avoir lieu dans la ville de Kinshasa. Donc, que Jean-Pierre Bemba était préparé, avait l'intention et faisait des démarches directement et indirectement par son entourage, notamment son parti politique, que j'ai l'honneur de diriger en tant que secrétaire général, oui. La deuxième chose que je confirme, le président de la République, Joseph Kabila, n'a jamais mis des conditions, je veux dire, en termes de sécurité et tout ça, etc., pour que Jean-Pierre Bemba puisse rentrer. En d'autres termes, ces contacts, ces démarches politiques n'avaient pas abouti à un accord. Vous savez que l'attitude du président Joseph Kabila est constamment, en ce y compris aujourd'hui, de considérer qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il faut s'adresser au Sénat, il faut s'adresser au gouvernement et tout ça, etc. Et nous continuons à dire que s'agissant de créer les conditions sécuritaires suffisantes pour qu'une personnalité comme Jean-Pierre Bemba puisse rentrer en toute sécurité à Kinshasa, il faut que le président de la République puisse s'impliquer personnellement. Bon, il y a là une sorte de dialogue de sourds, mais qui ne fait pas chez nous un objet de découragement. Nous pensons que ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain et tout ça, etc. Donc je confirme, que l'intention de rentrer était là, qu'il n'y avait aucune condition matérielle, concrète, créée pour qu'il puisse effectivement prendre le risque de prendre l'avion et de se poser à Kinshasa. Comment vit-il sa détention? Comment ça se passe? Sachant que quand même c'est à titre humain, c'est quand même l'ancien vice-président de la RDC, sénateur en RDC. Maintenant, il se retrouve en prison à La Haye. Comment il vit ça, à titre personnel? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect humain, en tant qu'être humain. Et ça, tout le monde peut le comprendre, il le vit très mal. Il le vit très mal d'abord parce que c'est un chef de famille. Et tout le monde sait que nous sommes dans une période où les enfants, et quand on dit les enfants, chez Jean-Pierre Bemba, c'est des enfants en bas âge. Ces enfants vont à l'école et nous sommes dans une période d'examen. Vous pouvez imaginer là où il est,
par rapport à ses enfants, par rapport à la nécessité d'encadrer les enfants au moment des examens et d'être auprès de son épouse et tout ça, etc., il les vit très mal. Mais par ailleurs, en tant qu'homme politique, c'est un homme courageux. Et ça, tout le monde sait que Jean-Pierre Bemba est un homme courageux. Et sa préoccupation principale aujourd'hui, c'est le plus rapidement possible de se trouver devant les juges, c'est-à-dire en Hollande, et pouvoir s'expliquer sur le fond du dossier, en espérant que la justice, la vraie justice, va triompher, et donc par conséquent, qu'il sera relâché, parce qu'une fois de plus, sur le fond de la question, s'agissant de savoir, quand il a su quelle a été son attitude, il a posé les actes qui sont les mêmes que ceux qu'aurait pu poser n'importe quel responsable mis dans la situation qui était la sienne en 2002 et 2003. Donc l'homme vit mal, c'est normal, et compte tenu donc des conditions dans lesquelles on peut imaginer qu'il est dans cette prison de Saint-Gilles, hein, ce sont de vieux bâtiments, je ne sais pas, ça date de plus d'un siècle et tout ça, etc. Mais surtout par rapport à sa famille. Mais l'homme politique est courageux et confiant parce que sur le fond du dossier, il sait qu'il est du bon côté, c'est-à-dire du côté de ce que tout responsable fait et du côté de tout ce que demande la justice véritable, en dehors des aspects politiciens et des manipulations. Il sait que la justice lui sera faite et donc il est confiant de ce point de vue. Est-ce que la diaspora, cette fois-ci, va voter, même pour les élections locales? Mais nous attendons concrètement qu'on convoque effectivement, que le président Caméré convoque les différentes réunions d'harmonisation et tout ça. Et au cours de ces discussions-là, nous allons faire valoir la nécessité pour que la diaspora puisse effectivement devenir partie prenante dans des conditions où il faut entourer ça des garanties et tout ça, etc. Mais ce sont des Congolais, c'est leur pays, ils doivent pouvoir effectivement participer à cette action qui est une action citoyenne, donc, à moins de dénier à nos compatriotes qui sont à l'étranger qu'ils sont encore de Congolais. Avec tous les problèmes que nos frères et sœurs ont au pays, qu'est fait exactement, qu'est font l'opposition, que font les Congolais qui sont actuellement à l'Assemblée nationale avec des salaires mirobolants, 7 000 $, des voitures de fonction, etc., etc. Que font-ils réellement? Quelle est leur implication dans la politique ou dans l'opposition? Parce qu'on a l'impression que l'opposition et les membres du gouvernement, que tout est mélangé, que tout le monde est pareil, que tout le monde pense à sa propre personne, à sa propre famille, et puis basta, on ne fait rien pour le Congo. Oui. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de donner une explication par rapport à cette interrogation à notre diaspora, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui ne correspondent à rien du tout. Vous savez, ce qu'on appelle l'opposition, hein, c'est au sein d'une assemblée, je prends toujours l'exemple de la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, parce que c'est elle qui reçoit l'investiture du gouvernement et tout ça, etc. Donc on a un rôle spécifique par rapport à ça, effectivement. On est 500 personnes. Sur ces 500 députés, il y en a 140 qui sont identifiés comme étant membres de l'opposition. Quand je dis 140, je mélange un petit peu avec l'opposition aussi qui est au Sénat. En réalité, c'est 115. Pour ne prendre que l'Assemblée nationale seule. On est 115 sur 500. Quel peut être notre rôle? Parce que nous voyons que le Premier ministre Gizenga ne fait absolument rien pour porter les espérances et les aspirations de la population, et qu'il n'y a aucune manifestation, par exemple, contre le président Gizenga. Les critiques sont très timides. C'est vrai, peut-être du fait de son âge, y a-t-il une sorte de gêne aux entournures, n'est-ce pas, pour critiquer quelqu'un qui a plus de 80 ans. Ça a l'air d'être un peu africain, tout ça. Mais tout de même, c'est lui le Premier ministre. Hein? Quand un avion tombe à Goma, ou n'arrive pas à décoller, c'est quand même pas au président Caméré de l'Assemblée nationale d'aller représenter la nation. C'est quand même le Premier ministre et personne ne dit rien par rapport à ça. Il n'y va pas. Un jour, nous lui avons posé la question à l'Assemblée nationale. Mais tout ça, ça rime à quoi? Il nous a répondu. Est-ce que Léopold II, qui a développé le Congo, était jamais venu au Congo?
Pourquoi moi je dois aller sur tous les théâtres? Ce n'est pas nécessaire, Léopoldé ne le faisait pas, pourquoi moi je vais le faire? Vous vous rendez compte? Mais ça a été dit, ça a été écrit, c'est un discours d'un Premier ministre. Alors qu'est-ce que nous dit à nous? Ah oui, mais vous, opposition, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, les salaires, il y a beaucoup là aussi des choses qui sont surfaites. Moi je suis à l'Assemblée nationale, je touche 4 250 $. Je ne touche pas 7 000, je ne touche pas 6 000. Alors je ne sais pas si les autres députés touchent autre chose. Hein. Je suis en plus le président d'un groupe, le groupe du MLC, je vous le dis, je touche 4 250, c'est même pas 450, ça va être 429 et tout ça, etc. En francs congolais. En d'autres termes, quand ça se déprécie, concrètement, si vous allez échanger vos francs congolais, il n'y a personne qui a 4 000. Hein, ça tourne autour de 3 000, si vous échangez la totalité de votre salaire. Hein, 3 800 et tout ça, etc. La question est, oui, 4 000, mais bon, combien de Congolais? 4 000 $ ou 4 000 dollars. Je parle de dollars. La question, effectivement, c'est, bon, ok, c'est pas 7 000, c'est pas 6 000, mais ils touchent quand même 4 000. Combien de Congolais touchent 4 000? Il faut aussi savoir ce qu'on veut. Si vous voulez une Assemblée nationale, un Parlement, qui traite d'égal à égal avec les ministres, puisque c'est notre rôle en tant que parlementaire de contrôler le gouvernement. Quand vous mettez en place une commission pour aller au portefeuille, pour aller au ministère de Finances, pour aller au ministère du Budget, et tout ça, etc., pour contrôler au nom de la nation ce que fait le gouvernement, si vous ne pouvez pas traiter avec ces gens-là d'égal à égal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Je vise la corruption et tout ce qui peut s'en suivre. Je vous remercie beaucoup, M. François Momba. Audace TV vous rend l'antenne et merci, à bientôt.